Accroché à la barre rutilante d'un transport dit commun, oreilles pluguées à vélo, ce n'est pas bien, ou encore installé dans un cuir cosy verre à la main, vous écoutez Combat Futur, c'est de son commandement et pluriel avec des S à la fin. Économie, physionomie, j'y suis presque. Arg, ergonomie. Mais quel rapport avec le cahotement au minimum, si ce n'est un déluge de data ou d'artillerie, que peut connaître un soldat? Eh bien voilà, un pan de science de plus vient en aide aux combattants de ce présent si imbriqué dans les fantômes des guerres passées et des conflits du futur. Et pour découvrir, pour certains, ce nouvel atout des forces, nous recevons la capitaine Sybille, ergonome à la section technique de l'armée de terre. Capitaine, bonjour. Bonjour. Comment devient-on ergonome aux armées ? Alors, on devient ergonome dans les armées en devenant officier sous contrat spécialiste. Donc, on est formé dans le civil via le parcours universitaire et en décidant de s'engager via le cursus d'officier sous contrat spécialiste, quand il y a des postes ouverts, eh bien, on peut prétendre à exercer comme ergonome dans les armées. Aviez-vous un parcours civil spécifique avant de rentrer dans les armées ou êtes-vous venu juste après l'université ? Alors j'ai travaillé dans le civil pendant 2 ans et la volonté de m'engager s'est confirmée et je me suis renseignée pour savoir quelle opportunité était proposée par rapport à mes études. Qui sont ? Alors je suis psychologue du travail ergonome. Je ne savais pas que ce métier d'ergonome existait dans les armées et j'ai eu la chance d'être très bien accompagnée par le CIRFA et particulièrement par mon recruteur. Et en recherchant, j'en ai tombé sur un poste d'ergonome qui se libérait et je me suis positionnée dessus. J'ai eu la chance d'être retenue sur ce poste. Et vous êtes arrivé directement à la section technique de l'armée de terre ? Oui, alors je savais déjà en faisant mes classes à Couët-Quidan que j'allais servir la section technique de l'armée de terre, effectivement. Alors, c'est quoi le cœur de votre métier ? Alors, le cœur de mon métier, si je devais le résumer, je dirais que c'est d'analyser l'activité. Alors, d'analyser l'activité, mais du soldat et de quel soldat ? Oui, alors, l'analyse de l'activité du combattant, quel qu'il soit, peu importe son arme d'origine. On a la chance de toucher à tout à la section technique de l'armée de terre et effectivement, on analyse l'activité du combattant à plusieurs niveaux pour avoir une action dès l'expression du besoin militaire jusqu'à la livraison du matériel aux forces. Donc là, on va vraiment rentrer dans une forme un peu technique du métier. Mais voilà notre champ d'intervention. Il est très, très large. Vous travaillez seul ou vous travaillez en équipe ? Qui sont vos collègues ? Alors, à la STAT, je fais partie du groupement Armes de mêlée Facteur Humain. Et dans cette partie Facteur Humain, donc on est le groupe Facteur Humain. Nous sommes 4. Donc, je suis le chef de groupe. Nous avons un autre officier de même recrutement que le mien, c'est-à-dire officier sous contrat spécialiste, puisque c'est exclusivement ce type de contrat qui amène à ce poste-là. Il y a un sous-officier aussi qui est expérimentateur et qui est formé à l'ergonomie lorsqu'il prend possession de son poste. Et donc ça, nous sommes trois militaires et nous avons aussi un civil qui est ouvrier d'État et qui lui est spécialisé dans un domaine dont on parlera plus tard. On a chacun nos appétences, on est une équipe pluridisciplinaire et on est aussi renforcé par un réserviste, dont on pourra en discuter plus tard. Et en fait, cette équipe, donc, nous sommes 4 sur la STAT et nous sommes les seuls 4 ergonomes de toute l'armée de terre. Alors, armes de mêlée, facteur humain, ça me paraît bien compliqué. Moi, on me parle d'ergonomie, mais peut-être parce que je suis un peu limité. Je vois un fauteuil. Vous êtes spécialiste du confort ? Non, alors il ne faut pas parler de confort à un ergonome. C'est pas quelque chose qui... Alors, ça pourrait
On va dire que le vœu pieux de l'ergonome, c'est de tendre vers le confort, mais on va dire que le travail est quand même une discipline qui peut malheureusement et bien trop souvent être source de risques. Et donc, on tend difficilement vers le confort et encore plus dans le milieu militaire, puisque cette ergonomie qu'on essaye d'appliquer au milieu militaire, elle vise d'abord à la performance, aux capacités opérationnelles, à minimiser les risques avant de tendre vers le confort. Alors donc, vous combattez les nuisances, par exemple? On combat les nuisances, on minimise les risques. Alors, les nuisances, ça peut être quoi? Nuisances sonores même, ce genre de choses? Parce que j'ai en tête quand même ce qui s'est passé chez nos amis britanniques, avec certains blindés, des tremblements, puis des bruits, puis des nausées, puis même des hospitalisations. Alors là, vous touchez à quelque chose que nous, on qualifie d'ambiance physique de travail. Donc dans les ambiances physiques, il y a tout ce qui est environnement sonore, vibratoire, thermique, lumineux. Donc ça, ce sont et toxiques aussi, j'ai oublié la partie toxique. Donc ça, ce sont effectivement les ambiances physiques de travail. Mais c'est un des versants des champs sur lesquels on peut intervenir. On va dire que ça, dans l'esprit des gens, l'ergonomie, comme vous l'avez un petit peu résumé, c'est associé au confort, aux chaises, aux tables. Mais nous, on va appliquer ça au milieu militaire. Et le militaire est confronté à d'autres problématiques, de par les équipements avec lesquels il est en interface. Et les ambiances physiques en font partie. Alors, puisque vous travaillez sur l'humain, mais vous travaillez aussi sur du matériel. Et des matériels très techniques. Avec qui travaillez-vous là-dessus et à quel moment d'un projet? Alors, on intervient au profit de toutes les équipes de marque qui nous sollicitent. Donc, généralement, la porte d'entrée sont souvent les programmes d'armement majeurs. Si je devais en citer, ce seraient les véhicules de la gamme Scorpion, par exemple, le Griffon, le Serval, le Jaguar. Donc, ce sont des programmes majeurs sur lesquels nous sommes intervenus. Après, plus spécifiquement, quand on arrive à convaincre avec l'utilité de notre démarche, ces équipes-là continuent de nous solliciter, de faire appel à nous sur des programmes un petit peu moins majeurs, mais qui, somme toute, ont leur importance. Et je pourrais citer des exemples. Récemment, on a travaillé, par exemple, sur la version cynotechnique du Griffon, donc avec les équipages de chiens. Exactement. On a travaillé sur tous les équipements de protection pour le NRBC. Parce qu'on a encore une fois une interface avec et le risque et l'humain. On a aussi travaillé sur les véhicules destinés aux forces spéciales. On a également travaillé sur des sujets qui concernent justement la furtivité. Et je pense en particulier sur les armes et les réducteurs de signature, par exemple. Donc, on a été mesurer les bruits de ces armes pour savoir quelle était l'efficacité de ces réducteurs de signature. Voilà, Donc, on peut vous retrouver aussi bien chez les industriels que dans les régiments? Alors, pour répondre à la question précédente, qui est à quel moment nous, on s'intègre dans le dispositif, depuis quelques années, on est davantage pris en compte dès l'expression du besoin. Dès que le besoin militaire est exprimé, les officiers de programme et les officiers de marque vont avoir le réflexe de nous impliquer pour contribuer à la rédaction du paragraphe dans le document de référence en fait, qui exprime le besoin militaire. Il y a un paragraphe qui s'appelle « Facteur humain ergonomie » et qu'on écrit conjointement avec eux, justement pour essayer d'être le plus en phase avec la préservation des capacités et des performances, des capacités humaines et des performances du système. Donc ça, c'est une chose.
On intervient, en fait, là je suis en train de vous dérouler un petit peu le cycle de vie d'un programme d'armement. Donc il commence par l'expression du besoin. Et est-ce qu'on peut dire que c'est le processus d'adaptation d'un matériel au soldat ? Là vous avez typiquement la définition de l'ergonomie. On adapte un système à l'homme. Alors que bien souvent on avait tendance à ce que ce soit l'homme qui s'adapte au système, ce qui est complètement anti-FH, anti-facteur humain. Donc ensuite, une fois que l'expression du besoin est exprimée, un des interlocuteurs que l'on a, qui est la Direction générale pour l'armement, va transposer cette expression du besoin en spécifications techniques. Si je devais donner un exemple, ce serait l'armée de terre qui exprime son besoin. J'ai besoin d'un système qui aille à telle vitesse. La DGA va le traduire par « ce sera un véhicule à roues ». Et donc, une fois que ce cahier des charges, puisque ce n'est autre qu'un cahier des charges, est transmis à l'industriel via un appel d'offres, donc je vous fais les étapes en vitesse accélérée. Mais nous, on va de nouveau intervenir sur les phases de maquettage. En fait, l'industriel va commencer à maquetter, on va rester sur l'exemple du véhicule qui sera la plus simple, va commencer à faire un véhicule à échelle 1. Et donc là, on va de nouveau intervenir avec le concours d'un groupe de combat, par exemple, et on va leur faire plusieurs séries d'actions pour vérifier qu'il y a une compatibilité entre ce qui a été exprimé côté armée de terre et côté facteur humain et ce qu'en a fait l'industriel. Donc là, on est sur les phases de maquettage. On fait des itérations quand on se rend compte qu'il y a un écart entre ce qui a été prescrit et la réalité, puisque parfois on peut se rendre compte que quand bien même le véhicule, il y ait un accès par marchepied, eh bien, il va peut-être manquer des moyens de préhension pour accéder, s'installer confortablement à poste. Et donc c'est là où on va faire ce jeu d'itération pour être toujours au plus proche du besoin de l'opérateur et de l'utilisateur final. Et donc voilà, ça c'est quand on est, donc pour terminer sur cette question, on est bien en interface avec les équipes de marque de la STAT, les industriels et la DGA, et bien sûr l'utilisateur final sans qui on n'a pas de réelle valeur ajoutée. Alors vous parliez de préhension, donc un rapport physique au matériel, mais on sait que de plus en plus, il y a l'infovalorisation. Est-ce que ça a tout changé et est-ce que maintenant, ce qui compte le plus, c'est les limites cognitives ? C'est une question intéressante puisque je trouve que depuis quelques années, on a tendance à la fois à mésestimer l'impact que va avoir cette infovalorisation. J'aime bien utiliser le terme d'infobésité, puisqu'on est plus dans l'infobésité que l'infovalorisation, sans tenir compte de l'aspect cognitif de l'utilisateur, puisqu'il faut garder à l'esprit que la cognition humaine est limitée. Elle est limitée de par notre structure cérébrale, de par nos fonctions exécutives, nos capacités cognitives, et on ne tient pas assez compte des limites techniques du cerveau lorsque l'on conçoit des systèmes où il va y avoir malheureusement trop d'informations. En fait, on va avoir des inputs, en fait, beaucoup trop de données d'entrée que va devoir synthétiser le combattant. Mais ce combattant-là, comme tout à chacun, a un cerveau qui est limité, non pas parce que on est bête, c'est juste parce que c'est comme ça. Je donne souvent la métaphore d'une éponge. Quand vous avez une éponge et que vous essayez d'imbiber de l'eau,
à partir d'un moment, cette éponge, elle ne peut plus imbiber d'eau. Il faut bien l'essorer pour être en capacité de réabsorber. Mais le cerveau, c'est exactement la même manière. C'est exactement la même manière dans le traitement des informations. Et plus on lui en donne, plus il va tunneliser, moins il va être en capacité de prendre des décisions éclairées parce que les données d'entrée n'auront pas été filtrées en amont. Est-ce que ça corrobore en fait est-ce que le terrain corrobore le savoir universitaire que vous avez sur ce domaine ? Il ne fait qu'illustrer ce que l'on sait déjà. Et on a cette tendance générique à vouloir repousser les limites de l'être humain et surtout de sa cognition. Or, on n'a pas encore la pilule magique. Donc il faut, à mon sens, pour être efficace, il faut être en mesure de se dire « Ok, le cerveau est en capacité de traiter X infos en simultané ». Je crois que c'est 4. On peut traiter 4 infos en simultané. Et quand on a un écran, il faut que l'information soit accessible de manière à être compatible avec la manière de raisonner, de réfléchir du combattant. Alors, est-ce qu'une autre de vos luttes, c'est celle de la fatigue chez le soldat ? La fatigue a différents visages. La fatigue, elle peut être cognitive, elle peut être physique, elle peut être due aussi à l'organisation. Donc cette fatigue, si elle est à la fois physique et cognitive, mais là, on va dire que le résultat fatal, c'est la déconnexion de l'utilisateur, le risque en fait. On n'est plus sur un facteur de performance, on est sur le facteur de risque pour l'utilisateur. Et la finalité, c'est l'échec mission. Et donc cette fatigue, elle peut être résolue par l'IA pour ce qui est cognitif et l'exosquelette pour ce qui est physique ? Alors, pour le coup, les exosquelettes, on en a vu quelques-uns passer en évaluation. Moi, c'est quelque chose avec lequel pour lequel je suis très sceptique, pour la simple bonne raison, c'est que la plupart du temps, lorsque les industriels pensent vraiment, sont convaincus d'avoir une solution d'exosquelette qui va servir, eh bien, le terrain nous montre que c'est incompatible avec le combattant débarqué. Je précise bien le combattant débarqué, puisque, en fait, pour plein de raisons, pour des raisons de furtivité, les systèmes exosquelettes, qu'ils soient passifs ou actifs, vont générer du bruit, des petits bruits métalliques, par exemple, donc on va les entendre. Donc, niveau furtivité, on n'est pas bon. Ensuite, le niveau de réglage d'un exosquelette est très compliqué et on sait que nos soldats n'ont pas le temps ou ne savent pas, parce que l'information n'est pas bien communiquée, ne savent pas régler, ne savent pas comment adapter le système. Et voilà, on est encore sur ce qu'on disait tout à l'heure. C'est toujours lui qui s'adapte, alors que c'est au système de s'adapter pour lui être d'une aide, d'une véritable aide. Et ces exosquelettes, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'ils pouvaient avoir une valeur ajoutée dans le cas du travail en atelier. Quand on est sur des tâches plutôt répétitives qui nécessitent des ports de charge, là l'exosquelette va avoir un intérêt, mais ça va être dans une activité assez limitée. Donc on a testé ces exosquelettes-là dans cette configuration-là, et oui, il y a un apport. Mais pour le soldat en conditions de débarquement, c'est pas OK. Voilà, après, il faut penser au stockage des exosquelettes dans les véhicules. Les véhicules sont déjà à peine prévus pour le pactage du soldat. Donc si on lui ajoute des choses encore plus contraignantes, il va y avoir un problème d'adhésion au système. Donc ce qui est censé l'aider, encore une fois, ne sera pas au rendez-vous. Et donc pour l'IA, c'est un sujet qu'on essaye aussi d'investiguer, on va dire, parce que, encore une fois, on est face à des systèmes de plus en plus intenses en termes d'infovalorisation, et on essaye de mettre une couche d'IA pour aider à la décision, là où ça rajoute, encore une fois, une couche de traitement de l'information. Et il a été démontré avec nos évaluations que l'IA, dans ce cas de figure,
pour de l'aide à la décision, crée de la confusion chez le combattant. Donc on en revient toujours à ce problème d'adhésion, puisque le soldat ne va pas avoir confiance dans le système qui est censé lui apporter une aide. Donc l'IA, il faut encore une fois la travailler avec des spécialistes en facteurs humains pour essayer de la coller au juste besoin. Bon, on a compris, l'exosquelette, on le laisse à la saga Alien, et l'IA à 2001, l'Odyssée de l'espace. L'armée française, c'est une armée rustique. Y a-t-il un combat rusticité-technicité ? C'est une question très intéressante puisque la problématique de la rusticité a souvent été renvoyée au groupe FH comme étant en fait l'ergonomie est l'ennemi de la rusticité. Or, il ne faut vraiment pas voir ça comme des choses antagonistes, bien au contraire. L'ergonomie, ça va être plutôt d'essayer d'adapter les systèmes à l'homme pour justement permettre des facteurs de performance et réduire les facteurs de risque. Et ça n'est pas incompatible de ce besoin de rusticité nécessaire auprès de nos soldats. Donc, est-ce que votre métier, c'est aussi de mettre de la simplicité parce que ça donne de la force, ou de la longévité, ou de la rapidité ? Je dirais même pas forcément, je dirais pas nécessairement de la simplicité, mais on va dire que l'analyse de l'activité permet de mettre en lumière la réalité d'une tâche, la réalité d'une activité, là où on la pense complexe. Donc, si je devais résumer, c'est de mettre un petit peu de simplicité là où on part du principe qu'il n'y en a pas. Alors, une relation complexe, c'est la collaboration homme-machine. On en a déjà parlé là, quasiment à l'instant. Quels ont été les enseignements ? Parce que je crois que vous étiez sur le challenge Kooma. Oui. Alors, c'était déjà en mai de l'année dernière, mai 2025. Effectivement, il y a le challenge Kooma qui a eu lieu sur le camp de Ben. Et la grande question qui a été demandée lorsque le groupement innovation a sollicité le groupe FH pour intervenir, c'est d'évaluer l'impact des systèmes, robots, drones, et de la collaboration entre ces hommes et ces machines, quels étaient les impacts de cette collaboration sur la charge cognitive. Donc il faut savoir une chose, c'est que la charge cognitive, on peut la mesurer dans un milieu standardisé, normalisé, contrôlé en laboratoire, via des tests, ou même pas en laboratoire, mais via des tests, parce qu'il faut je vais parler de question de système de double tâche. Voilà. Quand on est sur de la double tâche, c'est là qu'on va pousser un petit peu les limites de notre raisonnement. Je vous donne un exemple. Si vous savez ce fameux test de Stroop de lire des mots de couleur dont on doit dénommer la couleur de l'encre, le fameux mot rouge écrit en bleu. Et la double tâche, c'est soit d'abord vous lisez la couleur de l'encre ou alors vous dénommez le mot. Je ne sais pas si je suis claire, mais... Vous êtes très claire, mais c'est moi qui ne comprends rien. Vous voyez, vous m'avez perdu. Et donc, en fait, on va mesurer le temps de réponse et le nombre d'erreurs. C'est comme ça qu'on arrive à évaluer la charge mentale. Et donc, évaluer la charge mentale dans des conditions qui ne sont pas... dont la méthodologie n'a pas été standardisée, va très vite montrer des limites, parce qu'il va y avoir énormément de biais en entrée, et pour dégager des conclusions scientifiques, ça devient un peu plus... Il faut rappeler que le Kooma, c'est des équipes militaires, mais aussi beaucoup d'équipes civiles, de gens qui sont issus soit de l'industrie, soit d'université. Exactement. Donc les paramètres ne sont pas les mêmes. Exactement. Donc le niveau de maturité des systèmes ne sont pas les mêmes, la complexité des systèmes ne sont pas les mêmes, donc mettre tout le monde à la même échelle là où tout le monde personne ne sont pas égaux, ça devient très vite compliqué. Et donc via Kooma, la conclusion qui a été faite par le groupe FH,
c'est de dire que on ne peut pas affecter trop de vecteurs. Enfin, c'était de répondre à des questions très simples, mais la question principale, c'était est-ce qu'on peut affecter un nombre illimité de vecteurs à un utilisateur? La réponse est non. Si déjà il arrive à faire correctement sa mission avec un vecteur, c'est bien. S'il a un second vecteur qui est équipé d'automatisation, peut-être, mais avec de grands guillemets. Eh bien, espérons que ce rétexte soit bien entendu. Alors, vous utilisez, le soldat utilise des armes et des systèmes d'armes létaux. Est-ce que vous tenez compte aussi du niveau de protection du soldat? C'est-à-dire est-ce que vous voyez ce qui... Est-ce que vous parlez d'EIP? Oui, vous allez nous dire ce que c'est déjà. Les équipements individuels de protection. Bien oui, en fait, les EIP du soldat connu, on va dire, si on devait faire un parallèle avec le monde du BTP, par exemple, donc le soldat équipé de son casque lourd, il est équipé d'un casque de protection auditive ou de bouchons anti-bruit. Les chaussures, enfin les Rangers qui sont en dotation sont des EIP. Les gants sont des EIP. Et est-ce qu'il y a aussi des innovations à venir avec peut-être tout ce qui permet de protéger de la vue de drones, de choses comme ça Alors ça, pour le coup, je ne pourrais pas en parler. En revanche, je peux parler de quelque chose qui s'inscrit dans cette forme d'EIP qu'on essaye d'adapter aux femmes, puisque depuis quelques mois, on travaille sur une adaptation d'un kit qui permettrait aux femmes de porter le gilet pare-balles et qu'il soit compatible de la morphologie féminine. Parce qu'il a été prouvé que les femmes sont moins bien protégées par leur gilet pare-balles puisqu'elles n'ont pas forcément de bonne taille et que ça ne tient pas compte de leur morphologie. Et comme les morphologies féminines sont assez diversifiées, en fait, il y a un taux de létalité dans cette population qui est très fort et les études ont convergé pour dire que en adaptant par le système de mousse par exemple, en fait, l'interface se met en dessous du gilet pare-balles et donc ça viendrait compenser les problématiques liées à cette compatibilité entre le gilet pare-balles et la morphologie et donc ça c'est typiquement une innovation qui est en cours. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'un ergonome militaire doit suivre cet adage pour le soldat, tenir, décider, survivre? Notre mission en tant qu'ergonome, c'est vraiment analyser pour minimiser les risques et préserver. Ça répond à cette question. Est-ce qu'une de vos pensées, une de vos actions s'est transformée en équipement ou a singulièrement changé sa configuration? Non, typiquement et avec beaucoup d'humilité, non, hein, bien sûr. Nous, on a vocation à fournir des recommandations à partir de ce qu'on a analysé. Ces recommandations, on les décline par niveau de gravité, en fait, majeur, mineur, bloquant. Et effectivement, ces recommandations qui sont bloquantes, bien sûr, ça, on ne lâche pas auprès des équipes de marque. Et après, tout ce qui est qualifié de mineur ou majeur, on va dire que c'est secondaire. Mais si je devais donner une petite anecdote, c'est que le jour où on a travaillé sur le Serval, on s'est rendu compte que le marchepied n'était pas... Enfin, vous savez, les marches du marchepied n'étaient pas suffisamment larges et que, comme en fait, lorsqu'on embarque ou débarque du véhicule, c'est assez incliné. Et donc, quand on débarque avec l'équipement individuel du combattant, il y a une certaine masse qui vous pousse vers dehors. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait augmenter cette largeur puisque la plupart de nos soldats
qui sont des hommes, ont des pieds avec des pointures relativement grandes et qu'on ne peut pas se permettre de les faire embarquer ou débarquer sur des surfaces qui font... Voilà, donc on essaye à travers les réglementations, la réglementation et les normes, de faire respecter des choses très basiques pour préserver la santé des utilisateurs. Et être ergonome, est-ce que c'est être devin, avoir un pouvoir cosmique? Voyez-vous Complètement. Le soldat augmenté, l'IA, mère de toutes les batailles? Non, on n'est pas devin, on est juste factuel sur des choses très concrètes. Comme je le disais au début, c'est qu'on met de la conscience sur de l'activité, là où parfois elle est mésestimée, elle est mal comprise et elle est surtout source de risques, donc on essaye de mettre ça en évidence. Et donc, je ne suis pas contre l'IA pour demain, à partir du moment où on tient compte et on centre tous nos programmes d'armement, toutes nos recherches sur l'utilisateur. C'est ça la clé. C'est ça la clé, selon moi. Merci, capitaine Sybille, ergonome à la STAT, de nous avoir dévoilé ce métier au service de l'efficacité de nos armes et qui tient en compte plus qu'un facteur, un acteur et le final décideur, l'humain. C'était Combat Futur, le podcast innovation du CCF. Des idées, des datas, des questions à bras le corps. On sait que l'on sait et qu'en fait-on? Bonjour chez vous.